préparez-vous à découvrir les 10 dynamiques profondes qui redéfinissent notre monde. Des forces silencieuses qui façonnent déjà votre avenir et dont personne ne parle vraiment. Et restez jusqu'à la fin pour comprendre comment la crise actuelle du détroit d'Ormuz pourrait geler le marché immobilier américain et ce que cela signifie pour votre quotidien. Le 6e modèle, la gérontocratie et le blocage du renouvellement générationnel. Les baby-boomers contrôlent l'argent, les gouvernements et les institutions dans la quasi-totalité des nations riches. Et grâce à la médecine moderne, beaucoup d'entre eux atteindront les 100 ans. Cela signifie 20 années supplémentaires de domination politique par une génération dont les expériences formatrices ont été acquises dans un monde qui n'existe plus. Pendant ce temps, les personnes qui vivent réellement dans le futur en construction ne détiennent presque aucun pouvoir ni aucune richesse. Historiquement, ce problème a toujours été résolu de la même manière. Les anciens mouraient et les jeunes prenaient le relais. Ce mécanisme ne fonctionne plus comme avant. Quelle nation parviendra à transférer le pouvoir d'une génération âgée solidement enracinée à une génération plus jeune sans déclencher de révolution? C'est l'une des questions cruciales des 2 prochaines décennies. Le meilleur candidat pour cette analyse est le Japon. La crise démographique du Japon est la plus extrême et la plus urgente. Et la culture japonaise porte un sens d'obligation collective plus fort que la plupart des sociétés occidentales. Cependant, pour la plupart des nations riches, cette transition ne se fera pas volontairement. Plus elle sera retardée, plus la correction finale sera désordonnée. Pour les investisseurs prudents, cela signifie concrètement que les politiques axées sur les intérêts d'une majorité vieillissante peuvent bloquer le développement productif d'une économie pendant des décennies. Ce phénomène se reflète constamment sur les marchés. Le 7e modèle, l'orthodoxie scientifique qui étouffe les véritables découvertes. La science est devenue la religion dominante de l'ère unipolaire. Et comme toute religion qui gagne en pouvoir institutionnel, elle a fini par développer ses prêtres, ses dogmes et ses hérétiques. Le problème n'est pas la science en soi. Le problème survient lorsque les institutions, censées faire avancer la science, commencent à privilégier leur propre sécurité au détriment de la véritable quête de la vérité. Quand remettre en question les délais de développement ou les méthodes est traité comme de l'ignorance, plutôt que comme une investigation scientifique légitime, c'est de l'orthodoxie, pas de la... Les scientifiques obtiennent de la reconnaissance en publiant dans les bonnes revues et en recevant les bons prix, au sein d'un système contrôlé par une poignée d'institutions internationales, puissantes. Leur loyauté va à ce système, et non à la découverte impartiale. Le résultat, si l'on examine honnêtement les 30 dernières années, est décevant. Les percées véritablement révolutionnaires ont été rares. Ce que nous avons observé, c'est avant tout l'extension et la diffusion d'innovations plus anciennes. Les nations qui se libéreront de l'orthodoxie institutionnelle et investiront sérieusement dans la pensée disruptive et non conventionnelle développeront un avantage considérable dans les décennies à venir. Ce n'est pas une question marginale ou académique. C'est un facteur qui déterminera directement quelles économies seront les leaders technologiques au cours des 20 prochaines années et lesquelles seront à la traîne. Le 8e modèle, la transition de l'individualisme vers la communauté comme stratégie de survie. L'ordre mondial unipolaire véhiculait un message dominant unique. L'individu est ce qui compte. Votre bonheur personnel, votre marque personnelle, votre liberté de consommation, l'accumulation d'autant de capital que possible. Cette idéologie a généré une richesse individuelle extraordinaire, mais aussi une fragilité collective hors du commun. Et cette fragilité est actuellement mise à l'épreuve d'une manière que beaucoup ne perçoivent pas encore. Une véritable crise, pas une simple gêne, mais un effondrement réel de l'approvisionnement alimentaire, de la sécurité ou de l'ordre fondamental, ne peut être surmonté seul. Vous ne pouvez pas cultiver seul, défendre un quartier seul, élever des enfants seuls, reconstruire seul après une catastrophe. Les sociétés qui traverseront les 20 prochaines années seront celles qui reconstruiront une véritable culture de la communauté, de la famille et de l'obligation mutuelle. Non pas comme un slogan sur une affiche gouvernementale, mais comme une pratique quotidienne vécue. Ceux qui s'accrocheront à l'individualisme radical face à la survie collective découvriront les dures limites structurelles de cette idéologie. Le 9e modèle, le retour de la religion comme force sociale. Lorsque les conditions matérielles se détériorent, lorsque les gens ne peuvent plus gagner leur vie, acheter de maisons, faire confiance au gouvernement et ne voient plus le chemin vers la vie qui leur a été promise, ils cherchent un sens ailleurs. La religion est l'endroit vers lequel les humains se sont toujours tournés dans l'histoire. Et les données sont déjà visibles. Un mouvement de renouveau chrétien se propage à travers certaines régions d'Amérique. L'islam, qui fait preuve d'une résilience remarquable en Afrique et au Moyen-Orient. Des mouvements spirituels silencieux émergent dans des sociétés considérées
comme entièrement sécularisées une génération auparavant. Les nations dont la population ne partage pas d'identité spirituelle commune, aucun sentiment de but collectif au-delà de la consommation matérielle, se désintégreront lorsque les conditions matérielles s'effondreront. Les nations dotées de racines spirituelles profondes, où les gens se sentent liés par quelque chose au-delà des intérêts économiques, tiendront bon sous la pression. L'Asie de l'Est, le Japon, la Chine, la Corée du Sud comptent parmi les nations économiquement développées du monde les populations les moins religieuses. Et ce sont, précisément, ces nations qui sont simultanément confrontées à des crises démographiques existentielles et à des défis croissants en matière de ressources. Cette combinaison mérite une attention sérieuse. Le 10e modèle, la construction silencieuse de systèmes de surveillance basés sur l'intelligence artificielle. Lorsque les ressources se raréfient, que les populations deviennent plus agitées et que l'inégalité s'accentue, chaque gouvernement est confronté à la même pression. Maintenir le contrôle tout en ayant moins à offrir. Une voie mène à la transparence, au sacrifice partagé et à une véritable responsabilisation, ce qui exige la confiance du public. L'autre voie conduit à la surveillance par des systèmes d'intelligence artificielle, à des systèmes de notation sociale, au contrôle algorithmique de l'information et à des monnaies numériques qui peuvent être désactivées pour quiconque s'y oppose. Cette seconde voie existe déjà. Elle n'est pas théorique ni un scénario futuriste. Elle est déjà opérationnelle dans plusieurs pays. Le résultat le plus sombre possible est un monde divisé. Une petite classe au sommet détenant une liberté réelle et un pouvoir extraordinaire, et une vaste majorité en dessous, gérée, surveillée et progressivement réduite à un état que l'histoire qualifierait de servage. Ce résultat n'est pas inévitable, mais il est possible. Et le seul rempart fiable entre une population et cet avenir est une population capable de voir clair, de comprendre ce qui est en train d'être construit avant que la construction ne soit achevée. 10 modèles, tous déjà en mouvement. Aucun d'entre eux ne vient d'une boule de cristal. L'effondrement de la prédominance américaine, la fin de l'énergie, de la nourriture et de l'eau bon marché comme nouvelle source de conflit, la migration de masse comme force structurelle, les blocs commerciaux régionaux remplaçant le libre-échange, la gérontocratie bloquant, le renouvellement politique, l'orthodoxie institutionnelle étouffant, les véritables découvertes scientifiques, la transition de l'individualisme vers la communauté, le retour de la religion et la construction silencieuse d'architectures de contrôle par l'intelligence artificielle. Chacun de ces modèles est déjà visible aujourd'hui pour quiconque est prêt à regarder le monde honnêtement, plutôt que confortablement. La plupart des gens continueront de se dire que tout reviendra à la normale une fois le conflit actuel apaisé. Il n'y aura pas de retour en arrière. Ce qui arrive est la nouvelle normalité, et elle continuera de s'intensifier avant de se stabiliser. La seule réponse sensée à ces modèles est d'acquérir des compétences qui produisent quelque chose de réel. Établissez des relations avec de vraies personnes dans votre entourage. Savez-vous d'où vient votre nourriture? Savez-vous ce que vous croyez vraiment, au-delà de ce que vous possédez? Et soyez honnête avec le monde tel qu'il est, pas tel qu'il vous a été vendu. L'avenir appartient à ceux qui le voient clairement. Une dernière remarque sur cette analyse et sur ce qui la distingue des prévisions similaires. Ensuite, ces 10 points ne sont pas des spéculations pessimistes sur un avenir possible. Ce sont des modèles reconnaissables dans les données historiques et qui se répètent en temps réel. La stagflation, les guerres pour les ressources, les dévaluations monétaires, les renouvellements générationnels sans transfert pacifique du pouvoir, les sauts technologiques qui détruisent les structures de pouvoir existantes. Tout cela s'est déjà produit, et tout cela se reproduit actuellement, dans le même ordre. Quiconque peut voir cela n'a pas de capacité magique. Quiconque ne peut pas le voir lit les mauvaises sources. C'est la distinction la plus simple, et pourtant la plus cruciale, que vous puissiez faire au cours des 20 prochaines années. Le marché de l'immobilier américain traversait déjà une période compliquée avant le conflit en Iran. Les propriétaires qui avaient contracté leur crédit à 2 ou 3% en 2020 et en 2021 ne voulaient pas vendre pour racheter à plus de 6%. Ce phénomène, que les économistes américains appellent l'effet de verrouillage, avait considérablement réduit l'offre de maisons disponibles à la vente, maintenant les prix à des niveaux élevés malgré une demande contrainte. Maintenant, avec les taux qui remontent à cause du pétrole, les acheteurs potentiels se retrouvent à nouveau bloqués par la même arithmétique. Le prix médian d'une maison existante aux États-Unis s'établissait à environ 405 000 $ US en fin d'année 2025, selon les données de la Fed de Saint-Louis. À 6,2% sur 30 ans, la mensualité brute, hors taxes et assurances, sur ce bien médian dépasse 2 500 $ US par mois. Et cette mensualité remonte au moment précis où les ménages subissent déjà la hausse du prix de l'essence, de la nourriture et des produits courants.
Les demandes de crédits hypothécaires ont reculé de 10,9% sur la semaine se terminant le 14 mars, selon la Mortgage Bankers Association, qui attribue explicitement ce recul à la montée des taux provoquée par les tensions énergétiques au Moyen-Orient. Il existe un précédent historique très précis pour cette configuration, et il est impératif de l'examiner honnêtement. Avant cela, un point qui concerne directement les Européens et les Français en particulier. L'Europe reçoit entre 12 et 14% de son gaz naturel liquéfié du Qatar via le détroit d'Ormuz. Qatar Energy a déclaré la force majeure sur l'ensemble de ses exportations depuis la mi-mars. La force majeure est un terme juridique précis. Il signifie que le contrat ne peut pas être honoré en raison de circonstances extraordinaires hors du contrôle du fournisseur. Pour les acheteurs européens de gaz qatari, cela signifie que les livraisons contractuelles ne peuvent plus être garanties. Et les prix du gaz naturel en Europe ont plus que doublé depuis le début du conflit, d'après les données de marché. Ce choc énergétique européen n'est pas le sujet central de cette analyse, mais il illustre un principe fondamental. La fermeture du détroit d'Ormuz n'est pas un problème américain. C'est un problème pour l'économie mondiale dans son ensemble. Et l'économie mondiale entière va en subir les conséquences dans les prochains mois. Dans les années 70, 2 chocs pétroliers successifs ont frappé l'économie américaine. Le premier en 1973, lié à l'embargo de l'OPEP. Le deuxième en 1979, lié à la révolution iranienne. Dans les 2 cas, la hausse brutale des prix de l'énergie a provoqué ce que les économistes appellent la stagflation. Cette combinaison inédite d'inflation élevée et de croissance faible. Le président de la Fed de l'époque, Arthur Burns, a privilégié la protection de la croissance sur la lutte contre l'inflation. L'inflation s'est emballée. Son successeur, Paul Volcker, a été contraint de porter les taux directeurs à plus de 20% au début des années 80 pour briser la dynamique. Le coût de ce traitement a été la récession la plus profonde depuis la Grande Dépression. Aujourd'hui, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie a déclaré que la crise actuelle est plus grave que les 2 chocs des années 70 combinés. Ce n'est pas la même chose que de dire que les conséquences seront identiques. Les contextes diffèrent, mais c'est une raison sérieuse d'examiner ce précédent avec attention. Et il y a une complication supplémentaire que les années 70 n'avaient pas. En 1973, la pression inflationniste venait d'une seule source, le pétrole. En 2026, elle provient simultanément du pétrole et de la politique commerciale américaine, avec des droits de douane qui exercent déjà une pression sur les prix des biens importés. Ce double choc rend le dilemme de la Fed encore plus complexe que dans les années 70. Il faut maintenant parler de la dette des ménages américains. La dette sur carte de crédit aux États-Unis s'élevait à 1 277 milliards de dollars US au 4e trimestre de 2025, selon la Réserve fédérale de New York. C'est un record absolu depuis que la Fed suit cette donnée en 1999. Le taux d'intérêt moyen sur ces cartes de crédit se situe autour de 21% selon les données les plus récentes disponibles. Ce que cela signifie concrètement, c'est qu'une part significative des ménages américains finance déjà une portion de leurs dépenses courantes à crédit renouvelable à 21% d'intérêt annuel. Et ces dépenses courantes vont augmenter dans les 60 à 90 prochains jours sous l'effet du choc pétrolier. C'est une question d'arithmétique, et l'arithmétique a une date d'expiration. Les petites entreprises méritent une attention particulière dans cette analyse. L'indice d'optimisme des petites entreprises, publié par la National Federation of Independent Business, était à son niveau le plus bas depuis plusieurs années, en début d'année 2026. Ces entreprises opèrent sur des marges fines. Elles empruntent à taux variable. Elles ne peuvent pas se couvrir contre la hausse du pétrole comme le font les grandes multinationales. Quand les coûts des intrants augmentent et que les taux restent élevés, les petites entreprises ne se restructurent pas, elles ferment. Et quand les petites entreprises ferment, les emplois disparaissent lentement, quartier par quartier. Voici maintenant les 3 variables à surveiller au cours des prochaines semaines. Première variable, le prix du pétrole Brent. Pas les fluctuations quotidiennes dictées par les déclarations politiques, mais la tendance de fond. Si le Brent se stabilise durablement en dessous de 90 $ US, la pression inflationniste reste gérable. Si le détroit d'Ormuz reste effectivement perturbé plusieurs semaines supplémentaires, Goldman Sachs estime que les prix pourraient dépasser leur record historique de 2008, qui était de 147 $ US, le baril. Deuxième variable, le langage de la Fed lors de ses prochaines communications. Pas la décision sur les taux elle-même, mais le communiqué et la conférence de presse. Si la Fed introduit un biais vers un resserrement monétaire, autrement dit, si elle signale qu'elle envisage de monter ses taux pour contenir l'inflation énergétique, les taux hypothécaires ne monteront pas à 6,5%, ils pourraient atteindre 7%. À 7% avec des prix immobiliers au niveau actuel, le marché ne se grippe pas, il se fige. Troisième variable,
Les prochaines publications de l'indice des prix à la consommation. Les données d'avril et de mai incluront pour la première fois l'impact complet du choc pétrolier de mars. Si ces chiffres confirment l'accélération estimée par les analystes au-delà de 3% en glissement annuel, les anticipations de baisse des taux pour 2026 s'évanouiront complètement. Les rendements des bons du Trésor remonteront et les taux hypothécaires suivront mécaniquement. Comment tout cela se termine-t-il? Il n'y a pas une réponse. Il y a plusieurs scénarios possibles. Et regardons-les honnêtement. Premier scénario, le meilleur cas. Le détroit d'Ormuz rouvre dans les prochains jours grâce à un accord entre Washington et Téhéran. Le pétrole recule vers 70 à 80 $ US d'ici le printemps. L'impact sur l'inflation de mars reste limité. La Fed peut rester en attente sans drame. Les taux hypothécaires se stabilisent autour de 6%. Ce scénario est possible, mais c'est aujourd'hui le scénario le moins probable, selon les marchés. Deuxième scénario, le scénario de base des institutionnels. Le détroit d'Ormuz reste partiellement perturbé pendant plusieurs semaines encore. Le Brent oscille entre 90 et 110 $ US. L'inflation accélère vers 3 à 3,5% sur les données d'avril et mai. La Fed reste en attente, sans couper ni monter. Les taux hypothécaires grimpent vers 6,5 à 7%. Les transactions immobilières ralentissent encore davantage. L'économie américaine entre dans une période de croissance faible avec inflation persistante. JP Morgan a explicitement mis en garde contre ce scénario pour le second semestre. Troisième scénario, le scénario de stress. Une escalade majeure impliquant des frappes sur l'infrastructure saoudienne, où une fermeture prolongée pousse le pétrole au-delà de 130 $ US. L'inflation américaine s'accélère vers 4% ou plus. La Fed est confrontée à une décision d'urgence. Les taux hypothécaires approchent 8%. Le marché immobilier se fige littéralement. Ces scénarios ne sont pas des prédictions. Ce sont des cartes de navigation pour un territoire incertain. Ce que je veux que vous reteniez de cette analyse, c'est une chose simple mais importante. Le lien entre ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz et ce que les Américains paient sur leur crédit immobilier n'est pas une métaphore journalistique. C'est une chaîne causale avec des mécanismes précis, des délais documentés et des données publiées chaque semaine qui permettent de la suivre en temps réel. Énergie, transport, inflation par les coûts, anticipation obligataire, taux hypothécaires, ménages, 6 maillons, tous déjà en mouvement. La question n'est pas de savoir si ce choc va se transmettre à l'économie américaine. Il se transmet déjà. La question est de savoir jusqu'où et avec quelle rapidité, et les prochaines semaines apporteront des réponses très concrètes. Ce contenu est uniquement éducatif et informatif. Les données citées proviennent du Bureau of Labor Statistics, de la Réserve fédérale, de l'Agence internationale de l'énergie, de Goldman Sachs, de Freddie Mac, de la Mortgage Bankers Association, de la Fédération nationale des petites entreprises et de la Réserve fédérale de New York. Les scénarios présentés représentent des analyses institutionnelles publiées, pas des certitudes. Ce contenu ne constitue pas un conseil financier ou d'investissement.